messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Ils sont plus de 900 000 candidats sur la ligne de départ, disséminés dans les 4 coins du Burkina. À la clé, 11 000 postes à pourvoir. C'est parti depuis ce matin pour les concours de la fonction publique édition 2017. Serein, confiant ou stressé, nous verrons que ces émotions sont partagées par plus d'un candidat. Ils sont eux aussi très nombreux et la cause de grandes pertes. Les ravageurs sont pointés du doigt par les producteurs qui assistent impuissants à la destruction de leurs efforts. La lutte contre ces insectes prend forme à Ouagadougou. Les experts qui s'y investissent viennent de toute l'Afrique de l'Ouest. Et puis votre télécrochet préféré des vacances reprend du service cette année. 48 candidats prennent part à Faso Academy. Ils vont rivaliser de talent et surtout convaincre les mélomanes à travers le Burkina pour accéder à la finale. Au Venezuela, l'attaque d'une base militaire est différemment qualifiée. Les autorités parlent plutôt d'une attaque terroriste et non pas d'une rébellion militaire. Le chef de l'État a demandé la peine maximale pour les membres du commando qui a mené l'attaque. Bienvenue à tous. Tout d'abord, des audiences, il y en a eu à la primature. L'ambassadeur du Canada au Burkina, en fin de mission, est allé parler coopération bilatérale avec le Premier ministre. Paul Kaba-Thiéba s'est aussi entretenu avec une délégation de la nouvelle instance dirigeante de l'ASECNA. Le point avec Césaire Carrefour et Mounira Kéré. Ce sont là les nouveaux responsables de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, reçu par le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Une nouvelle équipe qui ambitionne assurer un haut niveau de sécurité pour la navigation aérienne et cultiver la bonne gouvernance dans les structures de l'agence. Nous avons également recueilli ces conseils aussi bien en ce qui concerne la bonne marche de la SECNA au plan global, mais également le bon fonctionnement de l'agence au Burkina Faso. Le Burkina Faso est un des pays où les travailleurs de la SECNA sont connus pour la qualité de leur engagement, pour la qualité du travail qu'ils accomplissent. Donc nous sommes venus rendre compte de tout cela à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Si la nouvelle équipe de la SECNA est venue faire part de ses projets de bonne gouvernance, l'ambassadeur du Canada en fin de mission au Burkina réaffirme à Paul Kaba-Thiéba l'engagement de son pays à accompagner le Burkina sur le chemin du développement. En travaillant sur l'éducation, mais on travaille évidemment avec la jeunesse sur l'avenir du pays. Le Premier ministre a souligné l'importance aussi de la formation technique et professionnelle pour pouvoir doter le pays d'une capacité de faire face aux défis donc au niveau technique, au niveau de la croissance du pays. À travers son ambassadeur, le Canada félicite le Burkina pour la mise en œuvre du PNDS. Il se réjouit des investissements réalisés ainsi que des chantiers en cours pour le développement du pays. Le lycée Nelson Mandela de Ouagadougou a été choisi pour procéder au lancement officiel des concours de la fonction publique. Cette année, 11 000 postes sont à pourvoir avec en face 905 000 candidats. Siedi Larienne, Zoubaviel David Abiri. Ils sont 905 000 candidats repartis sur le territoire national à prendre part au concours direct de la fonction publique session de 2017. Et en cette matinée de lancement officiel des compositions, Patrice Onadja, candidat du centre de Ouagadougou, se dit prêt pour les épreuves. Le jeune diplômé de l'université Ouagadougou espère obtenir un poste parmi les 11 000 à pourvoir pour la présente session. Pour lui donc, l'avenir se joue ce matin. Aujourd'hui, je rentre dans le jeu de mon avenir même. Voilà. Donc ici même pourrait être la profession que je bâtirai. Peut-être pour le reste de ma vie. Puis si j'obtiens le concours, voilà, je serai être conseiller pour le reste de ma vie. Mais avant d'y arriver, il faut répondre à l'appel, présenter ses documents d'identité aux surveillants afin d'avoir accès à la salle de composition. Il est 7h30. Le ministre de la fonction publique lance officiellement les concours. Les épreuves sont essentiellement axés sur les questions à choix multiples. Une formule qui se justifie selon Clément Sawadogo par son efficacité. Dans beaucoup de pays, on recourt également aux questions à choix multiples.
C'est d'ailleurs la méthode, voilà, un pays comme les États-Unis, c'est la méthode normale dans les systèmes d'évaluation. Mais il n'est jamais établi que dans ce pays, les cadres ou les agents sont de moindre qualité par rapport aux autres. Donc tout est question du contenu qu'on y met. Hein, voilà. Si le contenu évidemment est galvaudé, est vraiment léger, bon là vous allez voir plus de chanceux qui réussissent que de gens qui ont une maîtrise de connaissances. Donc il faut faire en sorte que par le contenu, il y ait plus la maîtrise de connaissances que la chance naturelle comme ça. Parce que par la chance naturelle, vous risquez d'avoir vraiment toutes sortes de personnes dont un bon nombre peut-être n'ont pas un bon niveau. Les premiers résultats pour cette session sont attendus pour le 10 septembre prochain. En plus des 11 000 postes à pourvoir au concours direct, le ministre en charge de la fonction publique annonce le recrutement de 8 000 agents dans le cadre des mesures nouvelles les mois à venir. Allons à présent sur l'axe Ouagadougou-Cotonou. Le tronçon Dassa-Savalou-Djougou est dans un état de délabrement avancé. Pourtant, cette route occupe une place de choix dans les échanges commerciaux entre le Burkina et le Bénin. Pour sa réhabilitation, l'État béninois a placé sa confiance en une entreprise burkinabé sous la bannière d'un PPP. Précision signée Issa Kafando et Maïmouna Traoré. L'axe Dassa-Savalou-Djougou sur la nationale inter-État Cotonou, frontière du Burkina Faso. Ce tronçon sur le corridor Ouagadougou-Cotonou est très sollicité dans les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la République du Bénin. Mais il est difficilement praticable. Le niveau de dégradation aujourd'hui de cette route est très avancé. Malgré les efforts que nous ne cessons de consentir pour son entretien. Cette route aujourd'hui ne facilite plus les échanges commerciaux entre le Bénin et les pays de l'Interland, notamment le Burkina Faso et le Mali. Pour améliorer le trafic et faciliter les échanges inter-États, l'État béninois a décidé de sa réhabilitation ainsi que de celle de 3 de ses bretelles. Basila Manigri, Prékété frontière du Togo et Basila frontière du Togo, soit une longueur cumulée de près de 271 km. Et c'est à Ebomaf, l'entreprise Bonkungu Mahamadou et fils du Burkina Faso, qu'il a confié la réalisation des travaux. D'un coût estimé à plus de 161 milliards de francs CFA, le projet est financé sur le modèle partenariat public-privé. Nous sommes présents ici dans le souci d'apporter notre expertise et notre savoir-faire au développement du Bénin à travers donc le programme des travaux d'urgence du président Patrice Talon. Pour ce qui concerne la largeur de la chaussée, elle est de 7 mètres en agglomération avec des accotements de 2 x 2 mètres. En rase campagne, vous aurez une chaussée de 7 mètres de large avec un accotement de 2 x 1,5 mètres. Pour ce qui concerne la structure, il s'agit de la reprise de la couche de base par recyclage avec stabilisation au ciment pour en faire une nouvelle couche de fondation. Les travaux ainsi lancés, Ebomaf dispose d'un délai de 36 mois pour rendre cette route conforme aux normes communautaires. Pour une meilleure exécution des travaux, elle demande l'accompagnement des populations des villages traversés. On en vient à cette rencontre qui réunit les organisations de protection des végétaux d'Afrique de l'Ouest. La lutte contre les insectes nuisibles des cultures est dans la ligne de mire de ces experts qui veulent mettre en place une force régionale de riposte. Nous en savons plus avec Nong Bakouda, Lambert Soma et Zobaviel David Abiré. Le Burkina Faso et plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest sont victimes d'invasions de criquets, de chenilles et autres insectes nuisibles aux plantes. Une situation qui risque de mettre à mal les efforts des agriculteurs et de porter un coup à la sécurité alimentaire dans les États de l'espace CEDEAO. Le défi à relever face à un tel contexte nous impose une synergie et une harmonisation des efforts à l'échelle régionale et une valorisation de l'expertise scientifique et technique existante pour soutenir les politiques et programmes de lutte phytosanitaire de nos pays respectifs.
Les responsables des organisations nationales de la protection des végétaux d'Afrique de l'Ouest, les experts du domaine sont réunis à Ouagadougou. Pendant 48 heures, ils vont réfléchir sur la mise en place d'une task force régionale pour la surveillance, la prévention et la lutte contre les nuisibles des cultures. Cette réunion va nous permettre de mettre en place une task force sous le leadership de la CEDEAO et de l'UEMOA pour que régulièrement cette task force puisse se réunir et voir les orientations qui ont été données au pays. Est-ce que ça a été suivi? Parce que c'est un phénomène vraiment qui gangrène la bonne récolte au niveau de nos pays. Donc il faudrait qu'on prenne des mesures vraiment efficaces pour combattre ce fléau. De l'avis des experts, la réussite de cette task force réside dans la synergie d'action des pays membres de la CEDEAO et leur capacité à prévenir les invasions des nuisibles des cultures. Et pour accompagner cette task force, il faut prendre en compte les ressources matérielles. C'est pourquoi le département de l'agriculture met en œuvre son programme de renforcement de ces structures régionales. Une remise de matériel qui intervient à un moment propice, nous disent Ibrahima Sombier et Draman Guéné. Le ministre de l'Agriculture remet ici un vidéoprojecteur au directeur régional de l'agriculture et des aménagements hydrauliques des cascades. Et c'est parti, toutes les directions régionales sont ainsi dotées de matériel informatique, le tout d'une valeur de 190 millions de francs CFA. Ce matériel acquis grâce à l'appui du projet d'implantation des systèmes informatiques du ministère de l'Agriculture et des aménagements hydrauliques va permettre de renforcer les capacités informatiques de ces directions. Composé d'ordinateurs, d'imprimantes, d'onduleurs, et c'est pour faire en sorte que le ministère ait la capacité nécessaire de contribuer un tant soit peu à travers les directions déconcentrées et à l'avancement de nos activités sur le terrain. Les bénéficiaires accueillent avec joie ce matériel informatique qui va leur permettre de tirer profit des avantages offerts par les TIC afin d'accroître les performances de leurs interventions. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous recevons ce matériel-là qui va permettre à l'ensemble des bénéficiaires d'améliorer franchement leurs moyens d'intervention et de satisfaire un peu justement les besoins dont le ministère a par rapport donc à la remontée des données. Outre ce matériel informatique offert, le ministère de l'Agriculture et des aménagements hydrauliques examine la possibilité de doter davantage les services déconcentrés en matériel roulant. Du matériel de pointe, il en faut pour mener à bien les activités du comité de gestion du périmètre halieutique de Bagré. La structure procède pour l'heure à l'adoption d'un budget pour mener à bien ces activités. Donc, créée en 2005, la structure a pour mission l'aménagement des pêcheries et la gestion durable des ressources halieutiques à Bagré. Isaka Oudraogo et Aruna Maré nous font le point. À Manga, ces membres du comité de gestion du périmètre halieutique d'intérêt économique de Bagré se concertent pour mieux gérer la filière pêche. À cette 10e assemblée générale, ils vont plancher sur le bilan de la 9e session de leur comité. Autre point de cette rencontre, l'examen du programme d'activité et le projet de budget de l'année en cours. Au niveau institutionnel, il y a eu beaucoup de réaménagements. Donc c'est bon que les nouveaux acteurs qui sont de façon tacite pris dedans, et pendant que le travail se faisait, qu'ils puissent aussi vraiment être partie prenante de façon vraiment légitime. Le périmètre halieutique d'intérêt économique de Bagré est placé sous la tutelle d'une structure technique de coordination. Avec les moyens du bord, cette structure s'investit pour la préservation de la ressource. La gestion des ressources halieutiques, il faut d'abord un bon suivi, il faut les moyens aussi bien techniques, financiers pour le suivi, le contrôle et puis voilà, l'aménagement du périmètre. Pour une meilleure gestion du périmètre, l'implication des différents acteurs est souhaitée. Pendant longtemps, le domaine des ressources halieutiques était seulement pour les techniciens du domaine. On se rend compte que ça ne marche pas. Parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs, s'ils ne sont pas impliqués, ça va être difficile, à commencer par les acteurs à la base. Cette 10e session servira aussi de cadre pour renouveler les membres du comité. Une fois élu, le nouveau bureau va se doter d'une nouvelle feuille de route afin de mieux baliser son intervention sur le terrain.
La suite de cette édition, l'opération Séduction du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La structure veut mieux se faire connaître à l'intérieur du Burkina. Une formation a pour ce faire été initiée à l'endroit des acteurs locaux. Elle se tient à Kokologo, province du Boulkemde. Amado Ilboudo, Kadisanogo, reportage. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP, qui est un référentiel pour les actions visant la bonne gouvernance, est très peu connu par les acteurs locaux. Pour y remédier, le secrétariat permanent de cette structure a initié une série d'ateliers de renforcement des capacités au profit des acteurs des collectivités territoriales de 50 communes rurales du Burkina. Le thème retenu pour la formation est « Le processus du MAEP au Burkina Faso, quel apport pour le renforcement de la gouvernance locale ?» L'initiative que nous avons déjà prise dans le cadre de la série d'activités s'insère dans notre ligne donc, de cette stratégie-là, pour que le mécanisme soit ancré véritablement dans les comportements des uns et des autres. Depuis quelque temps, le MAEP en tant qu'instrument n'irrigue pas les efforts de renforcement de l'état de droit et de consolidation de la démocratie dans notre pays. Et je pense que c'est tout le mérite de l'équipe du MAEP de prendre cette initiative, de descendre au niveau des collectivités pour permettre à tous les acteurs qui doivent contribuer à renforcer la culture démocratique dans notre pays, de connaître cet instrument et de faire en sorte que les populations puissent chaque jour mieux participer au développement économique et social de notre pays. Plusieurs communications sont prévues au cours de cette formation. On peut citer entre autres la présentation du MAEP et le rôle des acteurs de la décentralisation dans la promotion de la bonne gouvernance. Gouvernance locale toujours avec cet exercice de redevabilité. Le maire de la commune de Moktedo l'a passé non sans recommandation à la clé. Il devrait par exemple renforcer la communication autour de ses actions de son conseil. Les détails avec Rasmane Zundi et Oumou Sissé. À cette table, le maire de la commune de Moktedo et ses deux adjoints. À la population, ils rendent compte de la gestion de la commune. Une présentation du bilan des activités déjà menées et des débats souvent houleux. Nous sommes à l'espace de dialogue et d'interpellation citoyenne. On dit merci beaucoup à ceux qui ont travaillé pour le développement et le bien-être de notre commune. La gestion de M. le maire, c'est bon, mais on demande plus d'efforts, que ce soit plus éclairé qu'avant. Aux différentes préoccupations soulevées par les populations, le conseil municipal dit avoir prêté une oreille attentive et promet d'y trouver des solutions. À travers ce dialogue, nous avons pu rendre compte et nous aussi on a reçu ce que la population nous attend. Les doléances qui ont été posées, deux fois, c'est au manque de communication. Bon, nous leur donnons raison. Nous aussi, on va essayer de leur donner la communication à temps. L'espace communal de dialogue et d'interpellation citoyenne entre dans le cadre du renforcement de la surveillance communautaire sur les performances des collectivités territoriales. Il est organisé par Inades Formation. Les acteurs du ministère en charge de l'économie se mettent à jour. Le nouveau cadre harmonisé des finances publiques en est la base. Sa mise en œuvre implique cette mise à niveau des acteurs estimés à près de 1000 et disséminés sur le territoire national. Les enjeux de la première d'une série de ces formations en images avec Urbain Benito Somé et Nathalie Sawadoro. Le budget programme est une approche nouvelle qui permet aux acteurs intervenant dans l'exécution du budget et les responsables de programme de constater les résultats atteints de manière objective avec les crédits mis à leur disposition. Ce nouveau processus a commencé véritablement cette année selon le ministre en charge du budget, mais des insuffisances sont constatées dans sa mise en œuvre. D'où cette formation sur la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé des finances publiques. L'objectif est de mieux outiller ces acteurs sur les concepts clés du budget programme.
Les thèmes abordés, ça va être donc les activités relatives à la programmation budgétaire qui n'est plus identique à la programmation budgétaire au moment donc du budget objet dans lequel nous étions. Et donc à ce niveau-là, il y a la budgétisation par programme. Il y a également les objectifs qui sont attendus qu'il faut identifier de manière claire pour que jusqu'au niveau du Parlement, il puisse avoir le suivi de l'atteinte de ces objectifs-là. Il y a également l'exécution même du budget avec ces nouvelles approches et à la comptabilité de tout cela. La formation sur la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé des finances publiques va concerner au total 1000 acteurs. La formation se déroule au niveau central et aussi dans les 13 régions du Burkina Faso, et ce, à travers 25 sessions de formation de 5 jours chacune. C'était une promesse de départ, l'accompagnement des populations impactées par ces travaux. La société minière Riverstone Karma met à la disposition des habitants des communes de Oula, Namisigma et Waïgouya la somme de 54 millions de francs CFA. Une somme allouée sous forme de crédit pour accompagner leurs activités génératrices de revenus. Kiswen Sida et Irénée Kaboré et Moussaki nous font le point. Rasmane Dieni est maraîcher à Logori dans la commune rurale de Oula. Sur son demi-hectare emblavé, on y trouve d'aubergines, de tomates et de piments. Pour renforcer son activité, M. Dieni a pris un prêt de 100 000 francs CFA avec l'association NID dans le cadre de soutien aux personnes impactées par les travaux de la société minière Riverstone Karma. Cette somme m'a beaucoup bénéficié parce que ça m'a aidé à trouver l'engrais pour renforcer le travail. C'est une machine comme, mais sur le dos pour pomper les insectes. Si ça donne bien, comme je dis, je peux gagner 200 000 ou 150 000 comme ça. Cette année, la société Riverstone Karma a mis à la disposition de son partenaire technique, l'association NID, environ 54 millions de francs CFA. Les 317 bénéficiaires des communes de Oula, de Namisigma et de Waïgouya ont injecté leur argent dans l'élevage, la menuiserie, la restauration et la maraîchiculture. Des commissions qui ont été mises en place avec des CSL. Les CSL, c'est des représentants des 3 communes concernées, des représentations de l'association NID et des représentants aussi de Riverstone Karma. Sur 1600 dossiers, on a retenu 453 dossiers. Les microcrédits qui ont été octroyés aux différentes populations, cela leur est beaucoup utile. Ce qui nous rassure que même après la mine, ils resteront autonomes. Désormais, leur regard est tourné vers le renforcement de l'esprit entrepreneurial des bénéficiaires à travers des formations. Cette question à présent, comment la jeunesse pourrait-elle profiter du Fonds de développement culturel et touristique? Une conférence publique initiée par l'association Jeunesse Espoir d'Afrique. Cet atelier a y apporté réponse. Les opportunités existent, il faut savoir les saisir, nous disent Paul-David Bambara et Vincent Kendrobeogo. L'association Jeunesse Espoir d'Afrique, AGEA, s'intéresse au Fonds de développement culturel et touristique, le FDCT. Les membres de cette association se sont réunis ce week-end à Zignaré pour une conférence publique sur les opportunités que présente ce fonds pour l'entrepreneuriat culturel et touristique. Nous avons vu que c'est une opportunité parce que le fonds vient comme une banque qui va subventionner les activités désormais appelées touristiques et culturelles. C'est une manière d'amener le fonds vers la population concernée pour qu'elle s'approprie de cette institution-là qui se veut comme une institution financière au service de la jeunesse qui veut entreprendre dans le domaine du tourisme. C'est le directeur général du FDCT qui a animé la conférence face à un public dont l'intérêt pour ce fonds était manifeste. Une conférence riche en informations et conseils utiles pour les jeunes et les femmes en quête de moyens financiers pour se lancer dans l'industrie culturelle et touristique au Burkina. Nous avons fait comprendre aux participants qu'il existe un mécanisme pour financer l'industrie de la culture et du tourisme dans notre pays. Et que c'est une opportunité pour les entrepreneurs et que c'est une opportunité pour ceux qui veulent entreprendre aussi dans le secteur. Le troisième message est de dire que l'appropriation de cet instrument-là dépend d'eux. Cette conférence publique entrait dans le cadre des journées de promotion touristique
initiée par l'association Jeunesse Espoir d'Afrique. Des journées ponctuées par des visites de sites touristiques du plateau central. Et c'est parti pour FASO Academy 2017. 48 candidats ont été sélectionnés pour la compétition. Vous avez pu le suivre en direct, le lancement officiel sur votre chaîne publique. Sinon, ce reportage vous dira ce que vous avez raté. Il est signé de Konson Koulibaly et Zoubaviel David Dabéré. Just for a moment, baby. Just for an hour, please. Un acapella du ministre en charge de la communication qui donne le top de départ de FASO Academy édition 2017. Les matchs éliminatoires débutent dès ce soir à Ouagadougou et ce sont 48 candidats repartis dans les 13 régions du Burkina Faso qui vont se succéder sur la scène pour faire valoir leur talent artistique. Cette initiative-là, c'est un élément important en termes de renouvellement de notre culture, c'est un thème important en termes de renouvellement de nos artistes, et donc appeler les uns et les autres à faire de ce cadre-là un véritable cadre d'expression dans la pluralité, la diversité et la richesse de notre culture. Pour ces matchs éliminatoires, les candidats vont rivaliser autour de 3 chansons, une imposée aux filles, une aux garçons et une autre imposée à l'ensemble des candidats. C'est quand même un cadre d'expression que nous offrons aux jeunes. Et ça cadre aussi bien avec cette jeunesse parce que ce sont des vacances. C'est une émission phare de la RTV. Et cette année, nous avons mis les bouchées doux. Et j'étais vraiment contente ce soir de voir qu'il y a une diversité. Vous avez des commerçantes, vous avez des coiffeuses. C'est-à-dire que la porte vraiment est ouverte à tous ceux qui veulent tenter leur chance. À l'issue de ces matchs éliminatoires, les 16 meilleurs d'entre ces candidats seront retenus pour les quarts de finale. Et comme innovation majeure pour cette édition, selon les organisateurs, le live est imposé à partir des demi-finales. La finale, elle, est prévue pour le 7 octobre et le où la lauréate partira avec la cagnotte de 3 millions de francs CFA. À l'étranger, les autorités vénézuéliennes disent avoir étouffé dans l'œuf ce dimanche une rébellion au sein de l'armée. Des tirs d'armes à feu ont été entendus dans une base militaire située près de la ville de Valencia. Pour les autorités, il s'agirait plutôt d'une attaque terroriste et le chef de l'État demande la peine maximale pour les auteurs. 10 membres du commando qui a attaqué une base militaire de Valencia au Venezuela sont toujours en fuite. Ils ont en leur possession des fusils et des lance-grenades dont ils sont parvenus à s'emparer. 2 assaillants ont été tués et 8 capturés. Ils ont été identifiés comme un officier déserteur et 9 civils. Les autorités y voient une attaque terroriste et non pas une rébellion militaire. La constituante a suspendu ses travaux. Je demande la peine maximale pour tous ceux qui ont pris part à ce complot terroriste. La peine maximale et il n'y aura aucune clémence, sous aucun prétexte, pour les civils et les déserteurs. Les forces armées ont rappelé leur soutien au régime. L'un des leaders de l'opposition, Enrique Capriles, met en doute cette image d'une armée unie derrière le pouvoir. Ne croyons pas qu'il s'agisse de toute la famille des militaires, c'est le discours des dirigeants de l'armée. Parce que tous les Vénézuéliens aujourd'hui, tous dans leur immense majorité, vivent les mêmes problèmes. Des dizaines de personnes ont dressé des barricades aux environs de la ville de Valencia où la base militaire a été attaquée. Des affrontements ont éclaté avec des militaires de la garde nationale qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène et de tirs de balles en caoutchouc. C'est l'heure de la revue de la presse. Les quotidiens du jour commentent la finale de la Coupe du Faso jouée ce week-end à Ouagadougou, l'élection présidentielle au Rwanda, mais également ce qu'il convient d'appeler le cas Djibril Bassolé sont des sujets lus pour nous par Vincent Kendrobeogo. Les taux se desserrent au profit de Djibril Bassolé, pourrait-on dire. En effet, l'observateur Palga annonce à sa une l'abandon de toutes les charges retenues contre lui, sauf la trahison. Attentat contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, fourniture de moyens financiers, meurtre, dégradation volontaire du bien, coups et blessures volontaires. Voilà la liste des charges désormais abandonnées, à en croire le journal. Conséquence, une audience se tiendrait très prochainement et Bassolé pourrait obtenir une liberté provisoire, selon l'Obs qui cite une source proche du dossier.
Et c'est naturellement tout bénef pour le général incarcéré depuis bientôt 2 ans. 31e Coupe du Faso, la victoire de l'étoile filante de Ouagadougou sur l'Union sportive des forces armées a nourri les commentaires dans les parutions du jour. Les faux des armes l'USFA, titre qui sont d'avis de reprendre en cœur le seul évangile qui vaille, celui de Saint Paul Kagame, commente le journal. Le président rwandais a des mérites, fin du génocide, croissance et développement économique et social. Mais, rappelle le journal, la démocratie telle que pensée par les philosophes du siècle des Lumières s'accommode mal de la pensée unique et de l'unanimisme, synonyme de totalitarisme. Pour l'observateur, Paul Kagame ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Et tant pis pour ceux qui veulent juger la démocratie rwandaise selon les critères occidentaux. Et à ce rythme, il risque de franchir la barre des 100%. Mais pour aujourd'hui au Faso, il faut penser à l'après, car une loi immuable veut que les règnes interminables accouchent toujours du chaos, et ce ne sont pas les exemples qui manquent pour le journal. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.